Bonjour, on se penche aujourd'hui sur notre analyse de 3 e-rééditions de jeux de société assez surprenantes par l'éditeur coréen Plate. Il s'agit de Pueblo, Billabong Grace et Sardegna. Des jeux qui datent un peu, hein, et on s'est demandé dans notre article, est-ce que ça tient encore la route en 2025? C'est exactement ça la question clé qu'on a explorée. Voir si ces mécaniques, qui datent parfois des années 90 ou début 2000, ont encore quelque chose à offrir aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce que ça dit de la stratégie de cet éditeur, Plate? Alors, on attaque avec le premier, Pueblo de 2002. Le concept est assez malin, je trouve. On construit un village en 3D, bloc par bloc. Mais attention, il y a un chef qui inspecte le chantier. Et il pénalise les joueurs si leurs blocs de couleurs sont visibles de là où ils se trouvent. C'est une pression constante. Exactement. Et c'est vraiment là le cœur du jeu. Il faut gérer finement ces blocs. On a des blocs neutres et des blocs à notre couleur. Mais surtout, il faut anticiper la ligne de vue du chef. C'est de la stratégie spatiale pure, pas une once de hasard là-dedans. On doit vraiment visualiser en 3D ce qui sera visible ou non. Et ça, même depuis l'autre côté du plateau ou même en surplomb dans les coins. C'est assez fort. Et le déplacement du chef, qu'on contrôle aussi un peu, ça devient une arme pour aller pénaliser les autres, quoi. Oui, et ce qui ressort aussi de notre analyse, c'est ce format L-board. C'est une idée de Playtech. C'est une boîte très compacte et le plateau de jeu est aimanté. Il se plie ou s'enroule. C'est astucieux. Pour le matériel, c'est du bois, c'est correct, ça reste dans l'esprit du jeu original. On a juste noté dans l'article un petit bémol sur le choix des couleurs. Ça peut être problématique pour certains types de daltonisme, comme la deutéranopie qui touche le vert et le rouge, il me semble. Ah, et les règles sont en coréen uniquement. Mais les originales se trouvent assez facilement en ligne, heureusement. On a constaté qu'il prend toute sa saveur à 3 ou 4 joueurs, vraiment. À 2, la tension elle baisse quand même d'un cran. Les parties sont assez vives, en général, sauf si un joueur ou une joueuse entre en paralysie d'analyse a trop pesé chaque coup. Mais globalement, oui, une excellente réédition. On lui mettrait bien 4 étoiles sur 5. Ça remet en lumière un jeu abstrait très très élégant. D'accord. Changement total d'ambiance maintenant avec Billabong Grace. Alors là, ça date de 1992. C'est une course de kangourous. Oui, oui. Le but, être le premier à amener ces 5 kangourous, des petits pions en bois, les fameux meeples, de l'autre côté du plateau. Oui, et la mécanique clé, elle est directement inspirée des dames chinoises. En gros, on saute par-dessus un autre pion, n'importe lequel, et on atterrit symétriquement de l'autre côté. L'astuce, c'est qu'on peut enchaîner les sauts comme ça. Zéro hasard là aussi. Tout est dans l'anticipation, savoir utiliser les pions adverses comme tremplin et surtout faire attention à ne pas laisser une autoroute ouverte pour les autres. Parfois même, il faut savoir reculer pour mieux sauter ensuite. C'est assez tactique. Et là encore, on retrouve ce format L-board avec le plateau aimanté en 2 parties. Une certaine cohérence donc. Et encore une fois, on a relevé dans notre analyse un souci potentiel de couleur, cette fois entre le bleu et le violet, pour certains daltonismes. C'est un peu dommage. Et les règles, pareil poré. Coréen et japonais. C'est vrai que le début de partie peut sembler un peu lent, le temps que tout le monde se positionne un peu, mais alors les fins de partie, ça peut devenir de vrais casse-têtes hudrants, très très tendus. C'est facile à apprendre, mais pour vraiment optimiser ses déplacements, ça demande de la pratique. Franchement, une très bonne pioche aussi. 4 étoiles sur 5 pour nous. C'est amusant et plus stratégique que ça en a l'air au premier regard. Allez, dernier arrêt. Sardegna. Ça date de 2005. Là, on part coloniser la Sardaigne au XIVe siècle. Un jeu de contrôle de territoire, un thème un peu plus classique, on va dire. Non, voilà. Le système repose sur des cartes personnages qui permettent de faire différentes actions. Placer ou bouger des unités, des villageois, des prêtres, des bateaux. On peut aussi construire des forts et des villages, récolter des ressources. Le scoring, lui, se fait par manche sur des provinces spécifiques qui sont révélées 2 tours à l'avance. Et c'est le joueur qui a le plus d'influence dans la province qui marque les points. Les ressources, elles, donnent des points bonus en fin de partie. Côté matériel, c'est du bois et du carton de qualité. L'esthétique est assez sobre, fonctionnelle, agréable. Mais on doit encore signaler ce même point d'attention sur le choix des couleurs pour l'accessibilité.
C'est un peu récurrent, quoi. Dommage. Oui, c'est vrai. Pour l'interaction, on l'a qualifiée de tiède dans l'article, c'est-à-dire qu'on peut se gêner, hein, notamment avec les prêtres qui bloquent des actions, mais c'est pas hyper frontal. C'est plus une course aux meilleurs emplacements pour les forts, aux ressources. Le placement des forts est vraiment crucial car il conditionne le scoring des manches suivantes, et la gestion de sa main de cartes est aussi essentielle. C'est un jeu plus dense, c'est indiqué 14 ans et plus, mais il est étonnamment rapide pour le genre. On parle d'environ 30 minutes. Très stratégique, donc oui, il mérite bien ses 4 étoiles sur 5 aussi. Donc au final, le constat de notre analyse est quand même plutôt positif, hein. Ces trois vieux jeux, ils ont encore beaucoup à dire, ludiquement parlant. La stratégie de Plate de ressortir ces titres éprouvés, elle semble pertinente. Ils ont en commun cette épure, zéro hasard, la stratégie au cœur, des parties relativement courtes. Et ce format Hellboard, franchement, c'est un vrai plus pour le rangement et le transport. Oui, tout à fait. Mais il faut quand même nuancer. Les gros points faibles qu'on a identifiés dans l'article, c'est vraiment l'absence de règles en langue occidentale. Et ce manque d'attention à l'accessibilité visuelle, pour les daltoniens notamment, en 2025, c'est quand même regrettable. Ça cible forcément, du coup, un public de passionnés, de joueurs et joueuses avertis, qui sont prêts à chercher des règles traduites sur Internet et à passer un peu outre ces défauts. C'est sûr, mais bon, l'initiative reste intéressante pour diversifier un peu l'offre et permettre de redécouvrir des perles un peu oubliées. Voilà pour notre exploration de ces rééditions un peu inattendues venues de Corée. Et ça soulève une question intéressante qu'on s'est posée aussi en rédigeant l'article. Dans ce flot quasi constant de nouveautés ludiques, quelle valeur est-ce qu'on accorde vraiment à la préservation, à la redécouverte de ces jeux qui ont marqué leur époque? C'est quelque chose qui fait réfléchir un peu sur notre consommation de jeux, je trouve.